c'est la correspondance terme-à-terme qui va lui permettre de définir qu'il y en a pareil. Donc déjà, en général, à 6-7 ans, il va agir par correspondance terme-à-terme. Il ne va pas, un enfant même spontanément qui n'a pas de dyscalculie, de toute façon, va procéder par correspondance terme-à-terme. Un enfant plus grand va compter directement. D'accord ? Donc, selon l'âge de l'enfant à qui je fais passer cette épreuve, je vais déjà voir comment il se comporte. Ensuite, on pose les jetons qu'on a en trop, et puis je lui dis tu ne touches pas tes jetons, et moi je rapproche les miens. Donc, on a convenu qu'il y avait le même nombre de jetons. Enfin, on avait pareil. Je rapproche les jetons. Les miens sont accolés, qui prennent donc beaucoup moins de place par rapport à sa ligne de jetons. Et là, je lui dis, à ton avis, est-ce que tu as plus de jetons que moi, ou est-ce que c'est moi qui en ai plus, ou est-ce qu'on en a pareil? C'est là qu'on est très surpris des différences. Normalement, un enfant de 7-8 ans doit vous dire, bah, on a 7, on est 7, c'est pareil. Sauf que moi, j'ai des enfants de 10 ans qui me réfléchissent et qui me disent, sans me faire aucunement intervenir le nombre, qui me disent, bah non, là, on a beaucoup moins, parce que ça prend... Bah, je ne sais pas spontanément, je creuse, bah, pourquoi? Bah, parce que sur les côtés, là, ça prend moins de place. Moi, ça prend de la place, on en est plus. Voilà, donc ça, c'est des enfants qui sont pris par ce qu'ils voient directement, qui ne font en aucun cas intervenir le nombre, d'accord, qui n'ont même pas idée de compter les jetons qui sont en phase 2 pour pouvoir déterminer la différence de quantité. D'accord? On peut faire ça, donc ça c'est pour des enfants assez jeunes. On peut faire ça après plus tard avec de la pâte à modeler. Même chose, je fais 2 boules de pâte à modeler. Je demande à l'enfant de faire 2 boules de pâte à modeler avec pareil de pâte. Hein, pareil, je ne parle pas de quantité de pâte, de masse, de volume. Je dis pareil de pâte. Je comprends très bien, jamais un enfant ne m'a repris sur ma façon de parler dans cette épreuve. Donc, pareil de pâte. Et puis, je lui dis, mais une fois qu'on a admis que ces 2 boules avaient pareil de pâte, je lui demande de mettre la boule de côté, une des 2 boules de côté, et je lui dis, bah l'autre, tu vas faire une pizza avec. Alors, la pizza, il est super content, voilà, ça fait faire une pizza. Et après, je lui dis, alors, à ton avis, est-ce qu'il y a pareil de pâte dans les deux, dans la boule et dans la pizza? Et là, c'est pareil, vous pouvez avoir énormément de choses assez surprenantes dans les réponses que peuvent vous donner des enfants et des adultes. D'accord? Donc, ce sont des épreuves, vous voyez, qui ne font pas intervenir les mathématiques, mais qui font intervenir des compétences sous-jacentes à l'organisation des mathématiques. Ce qu'on appelle la conservation là, de la matière. D'accord? Donc, normalement, vers 8-9 ans, un enfant devrait être capable d'affirmer la conservation de matière, quelle que soit la configuration de la boule. C'est pour vous donner des exemples de ce qu'on peut tester, nous, en séance. Après, la rééducation ne consiste pas à travailler sur les boules de pâte à modeler, c'est simplement pour nous mettre, nous, en évidence des difficultés d'ordre vraiment logico-mathématique. Donc là, ce sera que si je passe, c'est parce que j'ai oublié d'enlever certaines choses. Sachez que voilà, la dysgraphie et la dyspraxie peuvent être associées à une dyslexie ou une dyscalculie. Très souvent, on a avec une dyscalculie une dyspraxie vidéospatiale. La dyspraxie vidéospatiale va énormément gêner l'enfant pour poser les opérations, ça paraît évident, mais pas seulement. Ça va être aussi compliqué pour lui de gérer tout ce qui est géométrie. Alors la géométrie, c'est le calvaire d'un enfant dyscalculique, enfin une dyspraxie vidéospatiale. Et je vais vous raconter une petite anecdote par rapport à ça. J'ai une enfant qui est dyscalculique, qui était à l'époque en 5e, donc quand même, qui avait déjà bien avancé dans l'éducation, et qui a donc une dyscalculie associée à une dyspraxie vidéospatiale. Et puis, on travaillait sur le calcul mental, et je lui dis, bah, pour l'aider, on avait pas mal déjà travaillé sur le fait de se fabriquer des images mentales. Et je lui dis, bah, pour t'aider en calcul mental sur des petits nombres, tu n'as qu'à imaginer dans ta tête, tu n'as qu'à imaginer des quantités, tu n'as qu'à imaginer des points comme sur un dé. Alors, je regarde un peu interloqué, je lui dis, bah oui, par exemple 4, alors 12 plus 4, tu mets 12 dans ta tête, tu prends 12, tu gardes le 12 en mémoire, et puis après tu vois le 4 dans ta tête avec le dé, et puis tu additionnes de cette façon-là, en essayant d'imaginer le dé dans ta tête, et puis tu vois les 4 points, et du coup tu peux ne plus passer par les doigts ou ne plus passer par un schéma écrit, mais essayer d'aller plus dans ta tête.
Et je vois que c'était quand même très très compliqué pour elle. Et je lui ai demandé, au bout d'un moment j'ai eu un doute sur sa représentation du dé, non pas sa représentation mentale, parce que je savais qu'elle avait des images mentales, puisqu'on l'avait travaillé, mais sur sa représentation du dé. Et alors je n'ai pas de... Donc je demande à cette jeune fille de 12 ans de me dessiner un dé avec le nombre 4. Je lui fais le carré pour les dés. Et voilà, ça c'est ta face de dé. Est-ce que tu peux me représenter 4? Avec beaucoup d'hésitation. Ça c'est la représentation du 4 qu'elle avait. Et là je me suis dit, mais enfin oui, mais bien sûr, alors que je pratique quand même depuis plusieurs années, je me suis fait berner. Bien sûr, elle a une dyspraxie visuospatiale. Elle ne voit pas comme nous le dé. Elle ne voit pas le 4 comme nous on le voit. Mais imaginez sa représentation qu'elle peut avoir de tout le reste, sa représentation qu'elle a de sa feuille, de sa classe. D'accord? C'est une enfant qui fait constamment un effort de représentation pour arriver à se représenter les choses. De toute façon, elle n'a aucun modèle, donc elle ne cherche pas à coller un modèle, elle n'a pas de modèle. Simplement, sa représentation à elle, c'est ça. D'accord? Et c'est une enfant qui, au-delà de ça, qu'on pense très bien, et on se d'ailleurs, même moi, je me suis fait avoir, on ne se douterait pas qu'elle a cette représentation-là d'un dé à 12 ans. D'accord? Mais quand je lui montre un dé, c'est ça qu'elle voit. Si je mets le dé à côté, il n'y a pas de souci. D'accord? Parce que c'est toujours comme ça, en mouvement. Comme un enfant dyslexique qui va voir des lettres un petit peu qui vont être en mouvement et qui va avoir du mal à avoir une image figée des choses. Elle, c'est pareil. D'accord? Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je ne dis pas que tous les enfants dyscalculiques ont cette représentation-là. D'accord? Mais c'est pour vous montrer qu'on peut, même nous en tant que professionnels, se faire berner et qu'on n'imagine pas la représentation que ces enfants-là, notamment la dyscalculie, qui est encore très méconnue, je trouve, en France, dans les écoles et même par les professionnels, hein, c'est encore très compliqué parce qu'il y a moins de recherches que dans les autres pathologies. Et c'est important donc, de se rendre compte que même nous on peut se faire berner et qu'il faut toujours partir en fait de l'enfant et de ce que lui il va faire et se représenter parce qu'on n'a pas idée des fois de ce qui se passe. Très souvent on a un trouble de l'hyperactivité associé, je vais passer vite. Des manifestations très variables chez les enfants 10. Il y a autant de 10 que d'enfants 10. Ça, c'est important de le signaler. D'accord? C'est un peu ce que je viens de vous dire. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais tous les enfants 10 sont différents. Et on a énormément donc, de difficultés associées, ça je l'ai déjà dit. La différence, elle vient aussi de la perception que l'enfant a de son trouble, et notamment de l'estime qu'il a de lui-même. Donc, deux enfants du même âge qui sont dans le même niveau scolaire, qui ont tous les deux une dyslexie par exemple de type phonologique, ne vont pas du tout avoir la même manifestation des troubles selon le ressenti qu'ils peuvent avoir de leur difficulté. J'ai des enfants qui ne veulent pas entendre parler d'aménagement, qui ne veulent pas entendre parler de réduction des exercices parce qu'ils veulent faire comme les autres. Voilà. Et ça, il faut le respecter aussi. Parce que cet enfant-là, pour lui, c'est important. Dans la mesure du possible, dans la mesure où il ne se voit pas et dans la mesure où il n'est pas épuisé du coup, en fin de journée, en accord avec les parents et avec l'enseignant, c'est important de respecter ça aussi. Donc la dysphasie se trouve plus dans le trouble du langage, la dyscalculie dans le trouble des apprentissages, et puis je dirais que dyslexie, orthographie et dysgraphie sont entre les deux. Et vous avez associé souvent trouble de la mémoire et de l'attention. Les retards mentaux sont indépendants, d'accord? Mais il est tout à fait possible d'avoir un enfant qui a un retard mental et une dyslexie, d'accord? Ce qui est compliqué, c'est le diagnostic, parce qu'on ne sait pas du coup de l'œuf ou de la poule ce qui s'est passé, mais il est possible d'avoir aussi ce genre de choses. Il est possible d'avoir des troubles psychiques qui ne sont pas en lien, d'accord? Qui sont indépendants. Des facteurs environnementaux, culturels et sociaux qui vont ajouter ou pas une difficulté à un trouble qui est déjà présent. Et des troubles sensoriels qui pourront aussi ajouter. Mais ce ne sont pas des causes, hein. Ce sont des troubles éventuellement associés. Pour tous les 10, les répercussions sont assez similaires. On trouve des difficultés de compréhension, des difficultés de transcription. Bien sûr, c'est évident pour un enfant dysorthographique, mais ça va l'être aussi pour un enfant dyspraxique qui va avoir du mal à se repérer dans l'espace, d'accord?
des difficultés de rédaction et, très important, on a toujours une grande lenteur et une grande fatigabilité. Du coup, les adaptations sont assez communes. Le fait de donner plus de temps à l'enfant lui permet de gérer sa lenteur, lui permet de gérer son stress aussi. Le fait de lui accorder une attention particulière et personnalisée pour lui montrer qu'on a conscience qu'il fait beaucoup plus que les autres pour arriver au même résultat. Ça, c'est très bien quand je m'adresse, je fais des réunions auprès des professeurs pour essayer d'expliquer ce que sont les troubles 10. C'est un gros travail. C'est très bien que le professeur soit au courant, mais il faut que le professeur le dise à l'enfant. Je sais que c'est dur. Je sais que tu as travaillé hier. Je sais que tu as fait tes devoirs. Parce que l'enfant, lui, il a l'impression qu'il bosse, personne ne s'en rend compte, et puis finalement, il a moins que les autres. Ou alors il a autant que les autres, mais lui, il a bossé 2 heures la veille, alors que ses petits copains, ils ont bossé 1/4 d'heure. Et ça, personne ne le sait. Ses parents le savent, oui, mais ses parents, le lendemain, ils ne sont pas avec lui dans la classe pour faire passer au regard tout le monde. C'est là que j'insiste sur la surcharge cognitive. La surcharge cognitive, c'est le fait de devoir, c'est la fatigabilité qu'ont tous les enfants 10 à devoir gérer leurs troubles. D'accord ? Un enfant dysorthographique, si vous l'interrogez sur la règle du G, d'accord ? Le G qui fait gueux ou qui fait je, etc. Il est capable de vous faire une super règle, ou pas, mais quelques séances normalement, ou parce qu'il connaît sa règle, il est capable de vous donner sa règle. Et puis, ensuite, vous demandez à un enfant de faire une dictée sur des mots qu'il a appris hier, une dictée assez simple. Ok, il est capable de le faire. Après, vous lui demandez d'écrire un petit texte spontané, une phrase sur un petit livre qu'il a lu. Bon, ça va, il est capable de le faire. Maintenant, je vais lui demander de faire un texte, et puis un petit peu plus long. Et puis, dans ce texte, il y a, imaginons, des mots en G. D'accord ? Donc, vous pouvez être sûr, vous allez avoir des erreurs sur les mots en G. Parce qu'il ne peut pas tout gérer. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas sa règle du G. Ça veut dire qu'au moment où il voulait vous raconter le livre d'hier, il était pris par l'histoire. Du coup, il ne pouvait pas en même temps être pris par l'histoire, et par le souci en même temps d'écrire le mot, et en même temps que sa syntaxe soit suffisamment correcte pour être claire. D'accord ? C'est beaucoup trop. C'est ça la surcharge cognitive. Et la surcharge cognitive, c'est ce qui reste en fait, c'est ce qui reste de visible quand l'enfant a compensé et qu'il se plante. Je m'explique. La surcharge cognitive, ça entraîne fatigabilité et ça entraîne sensibilité extrême à la motivation et l'encouragement. Ça veut dire qu'un enfant qui a bien compensé, qui va se débrouiller assez bien, le jour où il va être fatigué, on va voir son trouble 10. D'accord ? Le jour où il va avoir appris une mauvaise nouvelle, le jour où il va être démotivé, on va avoir son trouble 10. Ça veut dire qu'on voit ces troubles lorsqu'il n'arrive plus en fait, à les compenser, ce qui est terrible pour lui. C'est-à-dire que tout l'effort qu'il fait ne se voit pas. Tout l'effort qu'il fait justement pour gérer cette surcharge cognitive, notamment je parle surtout des adolescents en fait, les adolescents pour qui on me dit mais très bien, mais pas tout ce que vous ne vous rendez pas compte l'effort qu'il fait, vous ne vous rendez pas compte la surcharge qu'il a, la fatigabilité qu'il a. Et on va s'en rendre compte quand on va s'en rendre compte quand il va être fatigué, quand il va avoir un souci personnel. Et là, on va me dire, c'est dingue, hier il arrivait très bien, aujourd'hui c'est la catastrophe. Ah oui, parce qu'aujourd'hui c'est passé quelque chose qui a fait qu'il a réussi à vivre. D'accord ? Et ça, c'est très frustrant aussi pour les adultes qui ont une dyslexie, d'accord ? Qui compensent énormément, qui arrivent à plus ou moins cacher leurs troubles, jusqu'au jour où, voilà, fatigabilité, sensibilité extrême à la motivation, ça aussi, souvent on le néglige. Moi j'ai un enfant, j'avais un enfant, il est grand maintenant, qui ne lisait que l'équipe. Il lisait que l'équipe. Quand ça parlait de foot, il lisait. Ça ne parlait pas de foot, il ne lisait pas, il faisait des erreurs impressionnantes. Ses parents ne le croyaient pas. Ils me disaient, mais il se fiche de nous, c'est pas possible. Je dis, non, il ne se fiche pas de vous, mais alors c'est très très fort à expliquer, même aux parents. C'est très compliqué d'expliquer ça, mais c'est en lien avec cette surcharge, c'est-à-dire cette surcharge, comme pour nous, quand on est fatigué, on arrive quand même beaucoup mieux à gérer nos problèmes quand c'est quelque chose qui nous motive, d'accord ? C'est exactement pareil pour les enfants, pourquoi ce serait différent ? Si vous leur montrez des textes qui ne les intéressent pas, ça va être beaucoup plus difficile pour eux de gérer cette surcharge, d'accord ? Lui, il n'y avait que le foot qui l'intéressait. J'étais une pro sur tous les joueurs de foot, mais
plus maintenant, c'était il y a 5 ans. Je ne vais pas montrer trop, mais en gros, je voudrais insister sur qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants-là. On distingue à peu près 3 niveaux d'intervention. Premier niveau, les professionnels de proximité, le médecin traitant, le médecin de PMI, des professionnels libéraux qui sont proches de chez vous. Vous allez les voir, il y a dépistage, il y a diagnostic, il y a éventuellement prise en charge de proximité. D'accord? Ça, c'est le premier niveau sur lequel on peut intervenir face à un enfant qui a un trouble de l'autisme. Si jamais, j'insiste bien, si jamais ce premier niveau n'est pas suffisant, si jamais votre enfant n'avance pas, si jamais, malgré tout ce que vous avez mis en place, il n'y a pas de progrès, à ce moment-là, on passe au niveau 2. Mais ce niveau 2 n'est pas obligatoire. Le niveau 2 va inclure une prise en charge pluridisciplinaire. On va faire intervenir d'autres professionnels parce qu'on se rend compte que finalement la dyslexie est associée à une dysgraphie ou à une dyspraxie qu'on n'avait pas forcément vu au début et qu'on va essayer de traiter en parallèle. Donc là, va se mettre en place quelque chose de pluridisciplinaire. Et puis si vraiment il y a toujours des difficultés avec, malgré toutes ces prises en charge, on n'arrive pas vraiment à aider l'enfant comme on le souhaiterait. Là, dans un troisième temps, on peut tout à fait se tourner vers des centres de référence. Mais c'est important d'avoir en tête que dès qu'un enfant a une difficulté, on n'est pas obligé d'aller voir un centre de référence. D'accord ? Il y a énormément de cas qui ne sont pas si complexes que ça, à condition effectivement d'être bien entouré, d'aller voir des professionnels qui vont être à votre écoute et qui vont pouvoir, eux, vous orienter éventuellement, d'accord? Mais c'est important de procéder par étapes, d'abord pour l'enfant, qui ne va pas se prendre 10 000 bilans pendant 2 mois, alors que finalement un seul aurait suffi, d'accord? Et puis le fait aussi de faire des diagnostics progressifs, le fait aussi de ne pas se ruer sur des diagnostics en CP, d'accord? Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir en CP. Donc c'est important aussi, même si je sais que c'est très difficile pour les parents de se dire on va attendre, je sais que c'est très difficile, mais c'est important aussi d'y aller par étapes parce qu'on verra beaucoup plus de choses dans un bilan neuropsychologique en CE. Donc les professionnels de proximité, je vous disais, médecin traitant, PMI, le médecin scolaire qui souvent soulève des difficultés. Moi, je reçois beaucoup d'enfants qui sont envoyés par les médecins scolaires. Alors, des fois, il n'y a pas du tout besoin d'orthophonie. C'est vraiment juste, voilà, on fait un bilan et on se rend compte que ça ne relève pas de l'orthophonie. Mais voilà, on a pris acte. Les parents ont vu un professionnel, ont eu une écoute. Ça, c'est important. Donc, je passe un peu vite sur tous les spécialistes qui peuvent intervenir autour de l'enfant. On en a parlé un petit peu. Le second niveau d'intervention, pour avoir des bilans complémentaires et poser un diagnostic avec une consultation de plusieurs professionnels, beaucoup de régions se sont organisées en réseau. Là, pour pas le citer, le réseau 10 sur 10, qui justement regroupe des professionnels et permet aux parents d'avoir des professionnels de proximité justement pour aider l'enfant. Ça, c'est vraiment une formule qui marche, qui fonctionne très bien. Le secteur médico-social aussi peut être appelé, le CESAD aussi. Ce qui est important dans le premier et dans le deuxième niveau, c'est de faire du lien. C'est-à-dire que les parents doivent être aussi partie prenante de ce lien-là. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les parents soient d'accord pour que tous les professionnels soient en communication. Il ne faut pas hésiter c'est pas aux parents de faire ça, c'est à chacun de faire ça, mais pour moi il est évident quand je suis un enfant que je prends contact avec tous les professionnels qui me suivent, avec l'enseignant et avec l'AVS. Ça me paraît être une base évidente, d'accord? Après, les moyens de communication aujourd'hui font que par mail, il est quand même très facile d'envoyer un mail pour se dire les choses. On peut mettre aussi en place un cahier de communication que l'enfant va faire passer entre les différents professionnels. Moi j'ai un enfant que je suis en logico-mathématiques, juste après il va faire une prise en charge en ergothérapie. Voilà, on a un petit cahier, on fait passer des messages, l'enfant il fait le poster, il est super content. Voilà, il faut vraiment créer du lien. Créer du lien, c'est important pour nous les professionnels, parce qu'on a besoin d'avoir les informations des autres professionnels pour pouvoir intervenir au mieux pour l'enfant. C'est important pour l'enfant qui voit qu'il y a une cohérence autour de lui, qui voit qu'on n'intervient pas comme ça tout azimut en coupant en morceaux. Et puis c'est important pour les parents qui ont aussi un discours qui est homogène. Parce que si vous entendez d'un
d'un professionnel telle ou telle chose et qu'un autre professionnel lui dit pas l'inverse parce que ce ne sera jamais l'inverse, mais une autre vision des choses, c'est très compliqué pour vous de les retrouver. D'accord? C'est en ça que cette communication est importante. Le réseau permet cette communication, mais on n'est pas obligé d'intervenir en réseau pour l'avoir. On peut très bien le faire, nous, entre nous, par tous les moyens qui existent aujourd'hui. Et donc, les centres de référence sont les troisièmes éléments d'intervention. Pourquoi il est important de ne pas se louer sur les centres de référence, vous l'aurez bien compris, puisque vous avez 1 an, voire 1 an et demi d'attente pour ces centres-là. Il est bien évident que ce n'est pas un centre que l'on conçoit en première instance. Pour info, les 4 centres de référence majeurs que vous avez sur. Voilà. Je vais aller vite pour vous laisser après le temps pour les questions. Les aménagements, c'est pareil, on n'est pas obligé de déclencher un dossier MDPH pour faire des aménagements. D'accord? On peut tout à fait s'arranger pour faire des aménagements, même sans qu'il y ait une notification MDPH. D'accord? En général, c'est bien qu'il y ait une équipe quand même de suivi de scolarisation. D'accord? Les personnes se réunissent, notamment le directeur, l'enseignant et les différents professionnels, ou le professionnel qui intervient, pour mettre en place quand même quelque chose. Mais les aménagements, c'est toujours pareil, c'est de la communication. D'accord? Les aménagements, c'est permettre à l'enfant d'accéder à l'apprentissage et permettre aussi à l'enfant de restituer ses connaissances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aménager les méthodes d'enseignement et on va aménager les méthodes d'évaluation. Pendant l'évaluation, après l'évaluation. Ça, c'est aussi à discuter avec les professeurs qui sont des fois démunis par rapport aux aménagements. Si vous leur donnez juste une liste d'aménagements en disant oh, ça se passe comme ça, il est bien évident, et on les comprend, que les professionnels de l'éducation nationale font un joli petit mot en leur disant ce n'est pas possible. Voilà. Et là, les réponses en ont un ras-le-bol. Et je les comprends. Donc c'est aussi pareil de la communication qu'on prend sur téléphone, on appelle et on discute avec l'enseignant. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Parce que l'adaptation, elle se fait en fonction bien sûr de l'enfant et de ses difficultés, mais elle se fait en fonction de l'enseignant. Si un enseignant ne peut pas adapter, vous aurez bien beau lui montrer qu'il y a une loi pour adapter les enfants, il n'adaptera pas. Et ça, vous ne pouvez rien y faire. D'accord? Donc c'est important d'expliquer à l'enseignant que des fois des tout petits aménagements, moi je discute des fois avec des profs de maths qui disent ah bon, mais si je fais ça, ça va l'aider? Bien sûr. Oh bon, je vais le faire, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est tout. C'est juste à discuter en fonction de leur pratique, de leur connaissance aussi, eux qui font du trouble. D'accord? Combien de fois on dit bah oui, il est dyslexique, il faut la droite et la gauche. Ah bah oui, c'est pas ça, la dyslexie. Et j'entends encore ça, j'entends encore. D'accord? Donc c'est important d'expliquer. Voilà, malgré tout ce qu'on fait, malgré toutes les associations qui existent, il y a encore des gens qui ne sont pas formés et vous savez bien que la formation aussi de l'éducation nationale, elle n'est pas ciblée pour les troubles de l'autisme. D'accord? Donc je ne dis pas qu'il faut former à la place de quelqu'un, je ne dis pas ça, mais je pense qu'on gagne beaucoup en communiquant en fait avec les différents professionnels. Mais effectivement, ça demande du temps de la part du client. Bon, après j'ai des listes d'aménagement, mais bon, ça je pense que je peux passer, je suis plusieurs, on laisse un peu la place aux questions. Donc, si vous avez des questions sur. Ah, moi. Un aménagement qui peut être intéressant pour la prise de notes quand l'enfant a vraiment des difficultés de lecture, c'est de revenir les cours avant. Parce qu'après, ça ne sert à rien. Ça aussi. Mais ça, il faut l'expliquer. Le nombre de professeurs qui donnent les cours après. Ben, ça n'a pas d'intérêt quand il est en cours. Mais lui, quand il est en cours, il n'est pas concentré. Ben, il n'est pas concentré parce qu'il n'a pas le cours sous les yeux, puisque vous le donnez après. Vous le donnez avant, donc ça est là. Vous voyez, je suis obligée d'expliquer ça. Ça paraît bête. Mais, ah oui, alors après, on passe à la personne et dit, ah oui, effectivement. Sauf que, voilà, moi, tous les jours, je suis confrontée à des questions de ce type-là. Donc, c'est important d'expliquer. Et puis, si c'est pas possible, il faut l'entendre aussi. Voilà. Si les professeurs, par exemple, ne font pas leurs cours sur Internet et qu'ils les font, d'une autre façon et qui n'ont pas envie de les fournir par écrit, il faut aussi l'entendre. C'est dommage, mais voilà. Alors, du coup, moi, au collège, je viens d'acheter une règle scan.
Oui, alors parce on que peut faire ça je aussi. ne pouvais plus courir à droite et à gauche. J'ai 3 enfants, mais j'en ai 2 au collège, j'ai 2 dyslexiques et C'est une avec le possibilité. scan, ça vaut 100 €, c'est pas très. En fait, c'est un scanner, il scanne, vous voyez, il prend le cours du copain, il faut trouver la copine qui écrit bien, et puis il va doucement, et hop, le cours après, vous l'avez. Ça coûte de l'argent, après c'est pas évident. Hein, Et après, vous l'avez sur l'ordinateur. ça y est, oui, je cours le soir chercher le cours. C'est ça. Je reviens au PPS. Oui. Vous avez pas besoin d'en mettre en place. Oui. Alors j'en ai pas mis en place pour mon aîné parce qu'on a la chance d'être dans un super collège, c'est ce que j'ai cru. On a la chance, tout le monde l'a dit, tout le monde était tout mou, tout le monde était tout gentil. Et il la prenait en charge. Arrivé en 3e aujourd'hui, on me demande. Alors déjà, je me suis aperçue l'année dernière en 4e que son dossier n'a pas suivi auprès de tous les enseignants. J'ai eu confiance au début, 6e, 5e, pas trop mal. On va moins voir les enseignants. On travaille, j'ai 3 enfants, donc on va moins et tous les voir, justement. Le dossier ne suit pas. Et aujourd'hui, on me le demande parce que souvent il y a le brevet des collèges, et elle n'aura pas les tiers-temps. Parce qu'il n'y a pas de PPS. Parce qu'il n'y a pas de PPS. Donc, C'est pas normal, normalement. c'est pas normal, c'est ce qu'on m'a dit, et encore mieux, en conseil de classe en 4e, les enseignants ont dit ah ben non, sa dyslexie elle n'est pas prise en charge, il n'y a pas de PPS. C'est pas normal. C'est un manque d'information. C'est un manque d'information en rebelote. Ouais. Rentrée de 6e, par contre l'année dernière je ne me suis pas fait avoir, en CM2 j'ai commencé à demander et je mets en route le PPS. Alors le PPS il fait intervenir la MDPH. Alors le PPS je crois que c'est l'ancêtre du PPS. Oui. Voilà, pas l'ancêtre, vu qu'il change à peu près. Ah, il fait peur, hein, c'est marqué l'ancêtre du jeune. handicap. Hein. Et par rapport au PPS, Ça fait peur. le PPRE c'est une équipe éducative qui décide de faire un PPRE, et là par contre il n'y a pas du tout besoin de sollicitation de la MDPH. Le PPRE c'est un projet personnalisé pour la réussite PPRE, éducative. Donc là c'est l'équipe éducative qui se réunit, qui convoque les professionnels par l'intermédiaire des parents qui sont autour de l'enfant, et là on réfléchit ensemble autour d'une table sur ce qui est possible de faire et d'aménager pour l'enfant, sans avoir besoin de solliciter la MDPH. Dans énormément de cas, notamment en primaire, il n'y a pas besoin de solliciter la MDPH. Et les PPRE, ils sont obligés de reconduire ou pas? Parce que moi, l'enseignant de cette année refuse de reconduire le PPRE alors qu'il y a un aménagement à plein de. Alors ça, obligé, moi ça me paraît évident, mais alors en termes d'obligation, au quotidien, comme ça, les choses. Moi, j'ai un enfant qui compense beaucoup en fait. Donc à chaque fois, on est obligé de refaire un bilan pour prouver le niveau de dyslexie parce que c'est difficile, ça va pas. Je fais des bilans tous les ans. La maîtresse de l'année dernière était très compréhensive, était très bien, donc justement actée par un PPRE, et on l'a remis à jour à la fin d'année en disant on a comme ça l'année prochaine vous repartez avec quelque chose d'actualisé avec la fin d'année. Et je me suis confrontée en entrée de CM1 là à la même problématique, on me dit mais non mais il n'a pas besoin. Et le directeur d'établissement, le directeur d'établissement, c'est lui qui doit statuer de toute façon. C'est lui qui a mis en place le PPR. Qui est garant. S'il y a une nécessité là, ils n'ont pas le droit de non plus. Après, l'obligation de le reconduire, je ne sais pas, mais le fait que ce soit, que vous en demandiez un et qu'il y ait les raisons qui soient en plus expliquées par le pénitentiaire l'année d'avant, ça me paraît évident. Et là, il faut voir avec le chef d'établissement. Un bilan orthophonique, par exemple, il est bon pendant 2 ans, 1 an. Je crois qu'il ne faut pas refaire le bilan pendant 2 ans, c'est ça? Alors en fait, c'est un on fait les cours, on fait les séances, mais. Alors en fait, ça dépend énormément. Moi, je trouve ça. Quand je suis un enfant depuis 6-7 ans, je ne vais pas faire un bilan tous les ans. Alors déjà, par rapport à la sécu, après on se demande, mais non, enfin non, vous n'avez pas facturé la sécu un bilan tous les ans, là. Moi, j'en refais un pour moi pour faire le point. C'est pas un bilan, si vous voulez, où je vais refaire une rédaction, etc. Sauf si il y a une demande particulière, et en général, les collèges demandent chaque année un bilan. Après, en général, moi, de manière officielle, je le fais tous les 2 ans, d'accord? Mais il y a des, par exemple, pour les demandes d'aménagement, ils demandent un bilan récent quand même de moins d'un mois. Pas, si c'est 2 ans, c'est un peu plus tard. Donc ça dépend aussi effectivement, ça dépend énormément de l'établissement. Si on a une prof de français qui
tout à l'heure, c'est-à-dire si tu fais des efforts, ça ira, si tu apprends, ça marchera, enfin voilà, qui est anti-10, voilà. Quel discours, est-ce que c'est, enfin bon, c'est vrai que c'est du coup, c'est pas toute jeune non plus, enfin voilà, elle a son idée vraiment très forte. Il y a un discours qu'on peut avoir qui est suivi de l'enfant, et il y a déjà eu un contact entre l'enseignant et le... Mais voilà, il a fait des efforts, il a fait, il a fait se concentrer avec un regard, c'est bien facile, enfin voilà. Et puis des petites choses comme... elle parle énormément des évaluations, donc en fait, c'est de la catastrophe, et du coup, même ça, en disant gentiment, ça passe pas du tout, elle ne comprend pas qu'il y a besoin de silence pour tout, quoi. Alors, je ne sais pas si on se dit, c'est une année en parenthèse, tant pis, ou s'il faut quand même un peu lutter. Elle est en collège, 5e. Est-ce que, je sais pas, vous pouvez faire intervenir les professeurs principales voilà, c'est comme le discours, c'est que chaque fois que tu fais, enfin il y a un peu, mais chaque fois que tu fais ne pas. Normalement, le professeur principal, c'est à lui de faire circuler aussi l'information. Voilà, c'est la fête aussi. Il n'y a aucune réaction. Après, c'est compliqué quand il ne veut pas. Il y en a beaucoup encore. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il y en a encore beaucoup. Et est-ce que le risque aussi après quand on insiste trop, c'est que l'enfant est complètement stigmatisé et que du coup le professeur de prendre risque et qu'on arrive un peu à lui demander est-ce qu'avec l'enfant, c'est ce que je suis en train de dire, voilà, cette année c'est comme ça, est-ce que c'est ça qui laisse tomber en gros après c'est franchement c'est vous qui sentez et c'est vous qui sentez jusqu'où vous pouvez aller si vous voulez aussi parce qu'il y a des parents qui s'épuisent énormément dans ces études-là et du coup on soutient toute l'année finalement que ça a été épuisé parce que finalement c'est pas grand chose donc il faut aussi que les parents se préservent par rapport à ça. J'ai déjà entendu des parents dans mon bureau en discutant ensemble les trois dire bon allez c'est une année effectivement voilà comme ça c'est pas de bol ça sera mieux l'année prochaine on compte sur nous on l'a dans les autres matières c'est pas baisser les bras c'est à un moment donné choisir dans les choses bien mais c'est difficile. Là, c'est un peu récurrent, on va souvent faire ça. C'était vraiment une fois que moi je l'ai fait, c'est pour l'anglais. De toute façon, l'apprentissage de l'anglais, c'est... À un moment donné, j'ai dit à ma fille, voilà, je pense que... Enfin, c'est dur, hein. C'est pas qu'on a laissé tomber, mais moi je suis fait réviser à l'oral. Je ne fais même plus écrire, c'est même pas pour un 10. Apprendre l'anglais, c'est super difficile pour un dyslexie. On les suit, c'est dur de demander un prof d'anglais aussi, pas lui faire faire d'écrit. C'est catégoriquement, c'est catégorique. Il ne le voit pas. Le gamin, il est pas. Moi, l'année dernière, le prof d'anglais, il a fait faire une évaluation écrite. C'était tellement catastrophique, c'était tellement. Il a vite arrêté, quoi. Après, il a trouvé une autre méthode qu'il avait, parce qu'il s'est rendu compte que. Ouais. Parce que, en fait, l'indice qui actuellement commence à mettre en place des stratégies, en fait, et pour retrouver les aider. C'est en les soutenant, voilà, c'est vrai que les bases qui sont sur les coups, savoir lire, qui se joue plus fort s'il vous plaît, plus fort s'il vous plaît. Si vous pouvez faire plus fort. Et pour essayer de monter un bilan en fonction de ce qu'ils ont fait, parce que l'objectif du projet, c'est que ce ne tient pas, quand il a du mal, il a passé un liste, c'est que c'est un peu plus intelligent, et il a fait parce que là, c'est comme une Vraiment discuter avec les professionnels du musique pour que vous, votre intervention à la maison, elle soit cohérente aussi avec ce que vous faites en séance. C'est vrai que des fois, c'est un peu difficile.
souvent au début, après ils ont suffisamment de temps pour savoir quelle est la méthode qui va convenir le mieux, et ils arrivent à s'adapter très bien en disant avec maman je fais comme ça, avec papa je fais comme ça, du coup voilà, ça j'arrive très bien au bout d'un moment, mais au début c'est compliqué, donc il faut quand même être assez cohérent. Parce que moi, ça n'avait pas dû lire, et quand il a commencé à lire, cette année, avec des couleurs, avec des couleurs, et là ça commence, mais non. Donc là, dans la classe où il est, dans le fait qu'il est, il n'a pas de c'est pas des exercices, c'est des choses, c'est des trucs que je fais, c'est donc si je fais ça, il n'y a que je dois Par cas, on est vraiment faire conseiller par les mamans. Et puis moi je dis souvent aux parents ce qui les aide vraiment à compenser, quel que soit après les trucs, c'est la conscience qu'ils ont de leurs difficultés. Et moi, ce que je travaille beaucoup avec les enfants, c'est comment tu fais dans ta tête, comment tu réfléchis, tu as besoin d'aide pour toi. Parce qu'en fait, c'est quand l'enfant il est capable de pouvoir formuler l'aide dont il a besoin, il va aller la chercher. Donc souvent, je dis aux parents à la maison, faites du lien. À la maison, ça se passe plus qu'à l'école. J'ai l'impression qu'ils ont un gène par rapport au lien de vie. Parce qu'à la maison, quand ils vivent, et quand ils vont à l'école, je suis gênée, ça rigole. Mais déjà, l'enseignant nous dit à haute voix pour tous les enfants. Déjà, ça, c'est. Par exemple, une poésie. Mais ça, un enfant autiste, c'est le premier truc que l'enseignant ne doit pas faire. Ne pas faire lire à haute voix un enfant autiste de toute sa classe. À la maison, c'est super bien. Mais par exemple, une poésie, oui, je voulais demander, le premier bilan orthophonique qui pose le trouble dys à quel âge, à quel moment dans la scolarité ou En général, il faut quand même attendre le CE2. Et pour poser un diagnostic, mais le bilan orthophonique... Alors non, le bilan orthophonique a lieu, le suivi orthophonique est en place, donc à quel moment du CE2 est-ce qu'on peut demander un diagnostic précis? Je pense qu'en début de CE, la première partie du CE. Là, en ce moment, là, c'est. Il est un peu démarré parce que c'est vrai que si vous faites tout de suite le 1er septembre avec les vacances, vous êtes dans les résultats catastrophiques, mais voilà, attendre qu'il ait un petit peu redémarré, moi en général, c'est ce que je fais. Ça ne veut pas dire qu'avant, j'en parle pas. Mais voilà, je suis prudente. C'est pas un donc ma fille, en troisième, elle a eu droit, quand elle a passé son brevet, elle a eu droit à un temps aménagé. Quand elle est arrivée au bac, ils n'ont pas considéré que un temps aménagé était nécessaire et ils l'ont refusé. En sachant que elle avait quand même de bons résultats, mais elle y passait un temps infini. Tous ses week-ends, pas de sortie, tout le temps à travailler. Pour avoir un résultat quand même immédiat, compliqué, on va dire, mais elle avait quand même des résultats. Et donc là, j'ai une fille qui rentre en seconde cette année, et donc même cas de figure, dyslexique avec dyscalculie. Et du coup, est-ce que je vais avoir le même problème pour le bac? Parce qu'au brevet, il a eu son tiers-temps. Et donc, ce que j'ai peur, c'est que pour le bac, elle n'ait pas de tiers-temps en plus. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas un bilan magique. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que le bilan doit être que tout repose sur le bilan orthophonique. De toute façon, après, vous allez voir un médecin qui, la plupart du temps, recopie, malheureusement, c'est comme ça, recopie ce qui est marqué dans le bilan orthophonique, de toute façon. Et si c'est uniquement la dyslexie, c'est le bilan orthophonique qui fait fort. Donc il est vrai qu'il faut insister dans le bilan orthophonique sur des épreuves normées, il faut absolument poser des écarts très précis, parce que maintenant, en fait, ce qu'ils regardent, c'est les chiffres, alors qu'il y a 5 ans, ils regardaient moins. Moi, je n'ai jamais eu autant de refus l'année dernière sur le tiers-temps, donc je pense aussi qu'il y a un mouvement général qui fait qu'on aborde beaucoup moins les tiers-temps qu'avant. Mais c'est pas, je veux dire, il n'y a pas, après, si je connaissais la formule magique, je ne sais pas, mais
Je la connais pas, mais il ne faut pas hésiter à faire appel, c'est refusé. On avait fait appel. Mais l'appel, si vous voulez, ils nous ont envoyé les papiers vraiment de façon à ce qu'on ne puisse pas faire appel à moi. C'est malheureux, mais malheureusement, il faut insister vraiment dans le bilan, il faut vraiment insister sur cette notion de temps pour justement justifier que c'est ça ce dont on va insister sur la surcharge cognitive. Vraiment insister là-dessus, c'est encore vraiment méconnu. Mais effectivement, à 16 ans, 17 ans, après 9 ans de séance d'orthophonie, les adolescents, c'est ceux qui font tous les fautes que je vous ai montré tout à l'heure, j'espère bien dans 9 ans, ce petit garçon. Mais il y a tout ce qui reste, ben voilà, c'est ça, c'est toute cette fatigabilité, tout cet effort qui ne se voit pas concrètement. Et ça, c'est très compliqué à faire valoir justement pour obtenir des améliorations. Moi, ma dernière fille, en fait, on l'a vue, elle était, j'ai vu, elle était en maternelle. Elle écrivait tout à l'heure. Alors, c'est vrai qu'on m'a dit que c'était peut-être normal pour des enfants de cet âge et tout ça. Mais bon, après, en CP, j'avais une très bonne orthophoniste, donc qui avait déjà testé mes premières filles. Et du coup, pour la dernière, on a fait les tests et on a commencé l'orthophonie tout de suite en CP. Et heureusement, parce que quand elle est arrivée en CE1, en fait, avec une instinct qui passait vite sur les choses, qui faisait vite les choses, et du coup, elle s'est trouvée en porte-à-faux et elle a développé, on va dire, une dépression. Donc, elle a commencé, en fait, elle ne mangeait plus, elle ne parlait plus, elle ne jouait plus. Et donc, on a mis en place, par rapport à ça, un PPR. Alors après, quand je dis c'est le diagnostic, il faut attendre, c'est le diagnostic. Je suis bien d'accord que la prise en charge, elle va commencer dès la grande section maternelle. Il faut observer chez un enfant de grande section qui est complètement perdu avec la métaphonologie, on peut déjà se dire qu'il va y avoir des difficultés pour la mise en place du langage écrit. C'est pas la peine de parler de dyslexie, de toute façon, il va y avoir une difficulté par rapport au langage écrit. On peut recevoir des enfants sans qu'ils soient dyslexiques. On peut traiter des enfants en primaire avec une difficulté en langage écrit, un retard d'acquisition en langage écrit, sans qu'on tombe dans le soutien scolaire, c'est aussi de l'orthophonie. On n'est pas obligé d'intervenir parce qu'il y a une pathologie à gérer avec un grand tableau et plein de symptômes. Non, on est sur la réalité clinique, on se base sur les difficultés cliniques des enfants. Et pour en revenir à la base, nous on a eu une prof de maths pendant 2 ans, c'est-à-dire de la 4e à la 3e. Donc pareil, elle ne voulait pas, elle prenait en compte un peu les difficultés sans les prendre en compte en fait. Et ce qui fait que ma fille a toujours ramé pour les maths, elle avait toujours des notes très moyennes ou même des mauvaises notes, parce qu'elle ne prenait pas en compte cette difficulté-là. Et donc, pas moyen de lui faire comprendre. Et la prof de français, quand c'était sa prof principale, elle a essayé de lui faire comprendre, elle n'avait pas moyen. Ça passait pas. De toute façon, donc, on a dit, ces 2 années qui ont été compliquées pour elle, elle a fait ce qu'elle a pu. Donc, comme il n'y avait pas de déclou de l'autre côté, parce qu'on n'a pas pu faire quoi que ce soit. Maintenant, elle est rentrée donc, en seconde, et en maths, elle a des super notes, pour l'instant. Donc ça veut dire que rien n'est perdu. Et que de toute façon, avec du travail, avec de l'acharnement, enfin c'est l'enfant en fait, si on soutient, si on est derrière, si on lui dit qu'il va y arriver malgré tout, si on est là pour le porter un peu, finalement, il finit par y arriver. Comment on peut aider un enfant dyslexique pendant justement Il faut savoir que l'anglais, si c'est une dyslexie phonologique, c'est très très difficile pour l'enfant parce que l'analyse des sons est donc difficile pour eux. Et le fait d'avoir des sons qui ne se codent pas de la même façon, déjà des sons différents de la langue française qui en plus ne se codent pas de la même façon que le codage qui existe, c'est compliqué. En espagnol et en allemand, tous les sons se codent. En anglais, tous les sons ne se codent pas. C'est pour ça que souvent on conseille plutôt l'allemand ou l'espagnol pour les enfants 10. Bon, après, il y a des enfants 10 qui arrivent en anglais, mais c'est vrai qu'on leur conseille en général de se rapprocher plus des autres langues.
Comment les aider en privilégiant énormément l'oral et puis en se basant vraiment sur leur performance à eux. Après, moi, je ne suis pas une spécialiste en anglais, donc j'interviens jamais avec moi en anglais, mais c'est toujours important de partir des procédures de l'enfant, c'est-à-dire comment lui fait, et de se baser sur ce qu'il sait bien faire. Donc si lui, il arrive bien à converser à l'oral, il faut partir de l'oral. Mais en général, c'est plus facile pour lui de partir de l'oral. C'est la transcription qui est complexe. Apparemment, lui faire écouter de l'anglais en fait, je sais pas, maintenant des DVD ou sur internet, s'il a une émission qu'il aime bien, voilà, puis lui faire écouter en anglais, et voilà, pour habituer un peu l'oreille, des choses comme ça. Sur des chansons aussi, hein, ouais, voilà. Sur des musiques actuelles, alors que l'anglais soit plus ou moins audible, hein, parce que c'est toujours facile, mais si c'est un ado, ça peut vraiment marcher, ça peut être une entrée intéressante. Après, il faut derrière suivre un peu, parce qu'il faut aussi aider à traduire, et que, voilà, mais ça peut être un bien intéressant de montrer la vie. En 5e, on a préconisé notamment de faire avec les mots avec la relation de Pour la prise de notes, pour la prise de notes, parce que beaucoup maintenant de professeurs faisaient ça par rapport à la 6e, et du coup on a préconisé ça. moi, ça ne me choque pas. Ça me choque pas. Moi, ça me C'est choque pas. une interrogation. Ça ne me choque pas s'il est conscient que c'est une rédaction. Oui, Et que, au moment d'écrire, parce que là c'est pour la prise de notes, mais quand tu fais une rédaction, voilà, c'est juste ça. Est-ce que pour lui, voilà, c'est bien clair que au moment de la rédaction, il ne pourra plus faire ses abréviations. C'est ça. Après, il n'a pas créé des automatismes avec des mots corrects, il ne va pas créer des automatismes avec des abréviations. Donc, Non, mais non, je pense que c'est une bonne idée de lui donner cette stratégie-là pour la prise de notes. Mon fils l'a mis dans son agenda, je ne l'aimais pas, par exemple, il a son codage. C'est-à-dire que moi, je n'arrive pas à lire. Mais lui, je sais pas, il met M, entouré ses mathématiques, et puis là, je sais pas, il s'est fait tout un système comme ça. Voilà, donc après, il arrive à me dire, maintenant, ça c'est général, ça c'est H, c'est quoi. Enfin, il arrive à. Il n'a pas le temps de noter tous les poids. Il y a Pronote aussi maintenant, enfin, c'est quand même vachement. Il faut quand même suivre ce qu'on a fait. Enfin, il y a pas mal de profs qui mettent les cours sur Pronote. De toute façon, par rapport à l'évolution d'une personne dyslexique, ce qui va vraiment l'aider, c'est de mettre en place des stratégies. C'est ça qui compte, la stratégie, c'est pas la performance en fait. Il faut vraiment cibler la stratégie. Alors ça paraît un peu désuet quand ils sont plus en 6e, 5e parce que voilà, l'important c'est les notes, l'important c'est les leçons. On compte que finalement plus tard, c'est ce qui va l'aider dans sa vie, c'est pas souligner les verbes et souligner les adjectifs, mais c'est faire le lien entre l'un et l'autre, c'est mettre du sens. On peut trouver des stratégies pour faire du sens. Et en fait, c'est ce que l'aide à faire la rééducation orthophonique. Il à la maison, il a des codes couleurs, il fait des schémas avec des flèches dans tous les sens, mais tout ce qui va l'aider, même si ça vous paraît complètement farfelu. Moi, j'ai une enfant, elle est épatante. Elle a une grosse dyslexie, elle met du temps à faire les choses, elle met beaucoup de temps à lire. Elle a des stratégies, des schémas de cours. Moi, je ne ferais pas ça. Elle est vraiment impressionnante. Et pour elle, c'est très clair. Et elle prend un cours, elle le lit, elle met énormément de temps à le lire, donc elle ne peut pas se permettre de lire 2-3 fois dans la semaine, elle est crevée. Donc elle le lit en une fois le soir où elle a fait son cours. Du coup, elle se souvient. Elle fait un mind map, un schéma heuristique, une carte mentale. Elle arrive à tout organiser son cours. Et après, elle apprend que ça. Et elle se débrouille très bien. Et c'est impressionnant parce que ça, je ne lui ai jamais appris à faire des cartes mentales, je ne lui ai jamais appris à faire ça. Ses parents ne lui ont jamais appris à faire ça. Simplement, on a toujours été à l'écoute de tu veux mettre des couleurs, mets des couleurs, tu veux souligner, souligne. Et puis petit à petit, elle a appris pour elle en fait, les stratégies. Et l'idée, c'est vraiment de les ouvrir à ça, de les ouvrir aux compensations au niveau vraiment stratégique. Si elle a besoin de faire une image en couleur, il y a des stratégies qui nous paraissent complètement aberrantes, mais qui eux les aident. Du moment que ça les aide, c'est il faut les encourager, je pense, à la maison. Souvent, les parents demandent qu'est-ce que je peux faire à la maison. Je ne vais pas leur expliquer mon métier pour qu'ils le fassent à la maison. Ça n'a pas de sens. C'est trop complexe.
Donc je leur dis comment moi je fais avec les petits. Ben, je vais leur dire voilà, j'ai fait lire de telle façon, parce que c'est plus technique, donc ça ils peuvent le retrouver. Mais pour les grands, ben, c'est plus ça, les aider à trouver des stratégies à faire vivre. Est-ce que c'est difficile de faire la peine de faire quelque chose? Puis j'ai des choses à faire aussi. Je ne vais pas tout reprendre le cours à la maison le soir après le journée de travail. C'est plus ça. Ce qui est pour faire un peu de temps. Pour trouver des méthodes pour l'aider. Alors, n'hésitez pas à aller voir, alors je vais là, mais tous les sites, alors déjà toutes les associations là qui sont représentées, n'hésitez pas. Sur les sites internet, vous avez des mines d'or au niveau des petits trucs, vous avez des forums aussi avec des parents qui vont vous dire bah, moi je fais ça avec mon enfant. Peut-être pour vous ça ne marchera pas, mais c'est pas grave, il faut essayer. Parce que tout ce que vous faites avec un, ça marche avec d'autres. Mais ça vous donne des idées. Il faut vraiment dans ce. Et puis vous avez le site du réseau aussi, vous avez le site de l'académie aussi. Le site de l'éducation nationale et l'académie. Il y a plein de choses qui sont faites aussi pour les enseignants. Allez voir, parce qu'il y a vraiment des idées aussi que vous pouvez faire aussi à la maison, puisque c'est à visée scolaire. Donc, tous les sites de l'éducation nationale, il y a des choses qui sont bien faites. Voilà. Vous avez un petit livret à l'entrée. Alors, vous avez ce livret-là. Je ne sais pas si vous avez des... Et vous avez au moins la liste des associations que vous pouvez aller voir. Mais vraiment Internet, donc ça c'est mine. Alors pas pour la description des trucs, parce que vous allez voir un peu n'importe quoi, mais pour les aides et pour les idées qui viennent des parents notamment, il y a des choses vraiment bien. Vous avez des livres aussi, il y a plusieurs collections, mais vous avez des livres. Ouais, collection d'édition. Pour des livres spécialisés pour les enfants dyslexiques qui sont très bien. Après, sur Amazon, vous pouvez trouver. Les enfants accrochent ou accrochent pas. Oui, c'est plus pour les petits. Il y en a moins pour les ados, alors du coup, c'est l'histoire de déjà. Il y a les supports audio, les livres audio en fait. Donc ça c'est pas mal, c'est le support écrit et qu'ils aient l'histoire à raconter. Enfin moi, finalement, elles sont là pour ça. Donc c'est, maintenant en vrai c'est pas mal avec internet, tu vois, il y a pas mal de Lyon, il y a pas mal de bibliothèques municipales, il y a pas mal de extrêmement long. Mais scolairement, très bien, parce que depuis 3 ans, avec la CE2, on a toujours fait, j'ai toujours bien tombé sur des instituteurs peu compréhensibles, qui ont toujours aménagé, mais comme ça, naturellement, sans problème. Et là, donc on va lancer un PAP. C'est un PAP qui va lancer avec sensation. Voilà, c'est pour ça que je demandais parce que c'est un PPS, parce que avant, je n'avais pas entendu parler du monde, on a parlé de PAP. PAP, c'est un projet de personnalisé. Je crois que c'est ce qui vient après les PPS. Enfin, ce qui vient après. Ce qui remplace le PAP. Le PAP, c'est un plan d'accompagnement personnalisé. C'est l'équipe éducative. Non, ça c'est le PPI, ça. Non, le PAP, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, qui sollicite la MDPH. Non, c'est PPS. C'est PPS. La MDPH. Le PPAP, c'est moi qui me trompe. Le PPAP, c'est l'équipe, c'est ce qui remplace le PPI. Ça, le PAP, en fait, il n'y a pas besoin de passer par la MDPH. C'est avec l'école, voilà. Mais c'est des aménagements pour les examens. Voilà. Aussi, enfin, on n'est pas obligé d'avoir un PPS pour avoir des aménagements d'examen. Là, il a quel âge l'enfant? Non, mais je parle déjà de loin. Oui, non, mais... Vous savez, c'est pas la même instance qui s'occupe de faire des aménagements. Vous avez l'école qui va s'occuper de faire un aménagement sans solliciter la MDPH, donc ça c'est l'école qui décide, c'est le chef d'établissement et l'équipe éducative qui met en place. Ensuite vous avez la MDPH qui va préconiser des aménagements qui vont être mis en place ou pas. Et la MDPH, est-ce que c'est les fins scolaires Justement non. Et après vous avez pour la demande de tiers-temps, ce n'est pas la MDPH qui gère, c'est le médecin scolaire, c'est l'académie qui roule. Ah voilà, parce que nous on m'a demandé de faire. Et c'est le chef d'établissement. Oui, il y aura un truc de l'attention. J'ai fait un bilan de l'attention de la part. J'ai fait un DC4, machin, voilà. C'est bien, c'est fort, mais donc du fait de sa dyslexie, problème de mémoire du travail, machin.
Donc, je dois donner tout ça à l'école, qui va voir avec le médecin scolaire pour lancer le PAP. Il m'a dit que je pouvais Oui, le médecin scolaire va intervenir sur le PAP. Mais c'est pas lui qui va déterminer l'obtention de votre tiers-temps. Le tiers-temps, il se fait l'année de l'examen. D'accord. Ça se fait plus en plus tôt. Avant, c'était décembre, maintenant, c'est octobre. Et c'est chef d'établissement qui demande. Voilà, chef d'établissement qui Donc, il fait passer au médecin scolaire, et le médecin scolaire, il l'envoie à l'académie. D'accord. Le médecin scolaire fait que passer, lui valide pas, c'est votre médecin traitant qui valide, en revanche. On vous donne un papier à remplir par votre médecin traitant. Le médecin traitant, il n'est absolument pas au courant de la dyslexie. Comme la majorité des Voilà, mais il ne connaît pas, il n'a jamais été convaincu là-dessus. alors, soit vous demandez à votre médecin traitant, soit vous demandez au médecin scolaire de valider une fois que vous avez le bilan orthophonique. Mais de toute façon, il faut qu'il y ait un médecin qui valide. Non, mais moi, on parle de troisième, là. On parle de voilà. la troisième. Donc, la troisième, à partir de septembre-octobre, il faut que je Voilà, m'occupe c'est ça. de choses pour... C'est ça. Là, c'est pas la peine de le faire avant. Donc là, mon fils, le prénom, on a toujours des aménagements, donc ça se passe très bien scolairement. Et là, l'orthophoniste vient de m'annoncer. Je sais que ça l'embête beaucoup, alors ça fait 2 ans qu'elle essaie de bouger en l'air. Elle vient de m'annoncer qu'en fait, il avait plus besoin d'orthophonie, donc on allait arrêter. Est-ce que ça vous semble normal? Alors, je dois peut-être l'évoquer négatif, je dois peut-être dire des choses, mais est-ce que c'est pas tout simplement qu'elle a envie de récupérer son prénom de 9 ans parce que ça n'arrange pas du tout avec ses enfants? Alors, moi, je trouve est-ce que c'est normal, je pas la spécialiste de dire qu'on arrête l'orthophonie? Alors qu'il n'a pas mis à point de retard de vitesse de lecture, voilà, donc elle m'a dit à partir de 18 mois, c'est pas logique, mais elle estime qu'il faut arrêter maintenant l'orthophonie. Moi, j'ai envie de vous dire, vu ce que vous présentez là, vous allez voir quelqu'un d'autre. Non, mais je fais un bilan et vous c'est ça, il y a 3 demandez. jours, je me suis dit, le time depuis 2 ans pour qu'on dépasse le REM, moi je ne peux pas autrement. Voilà, je voudrais juste savoir, est-ce que ça vous semble logique? Parce que je lui dis, en fait, il faut qu'on attende qu'il se plante pour vous recommencer l'orthophonie. Elle me dit, oui, globalement, c'est ça. Je trouve un peu bizarre. Normalement, Je pense qu'il faut que vous allez voir quelqu'un d'autre. De toute façon, écoutez-vous. De toute façon, elle doit arrêter. Profitez-en pour changer. Non, mais voilà, je trouve étonnant qu'on dise qu'on attend que l'enfant s'écoule pour recommencer. Ça fait 4 ans. Alors, après, pour faire un capital, moi, des fois, j'arrête d'essayer. J'arrête. Je fais des fenêtres thérapeutiques. Alors, il y a un nouveau mot qui s'appelle fenêtre thérapeutique, c'est super, parce que ça donne un côté un peu technique à la chose. Mais c'est important de faire des pauses, pas des arrêts, mais des pauses. Alors, je ne parle pas. Combien de temps, par exemple? En général, je fais 6 mois. Je fais 6 mois. Ah oui, donc ça peut être une pause pour elle, Donc ça dépend comment. Je ne peux pas parler à sa place, je ne la connais pas, mais ça dépend comment elle envisage les choses. Moi, ça m'arrive, mais c'est quand je sens qu'il y a un essoufflement. C'est pas quand tout va bien et que la prise en charge se passe bien. Soit que l'enfant s'essouffle, Ah non, mais c'est tout. soit que, bah oui, en fait, parce que même moi, si je m'essouffle. Non, je pense que parce qu'elle me dit ça se passe bien, Elliot. Voilà, scolairement, ça se passe bien. Non, je pense qu'il faut à ce moment-là que vous changiez de thérapeute, peut-être. Oui, sans souci, pas de problème. Merci beaucoup. Oui, moi je suis en devant la dyscalculie, j'aimerais parler de plus peut-être sur la dyscalculie. C'est différent et là vous avez rendez-vous? Oui, à 15h. Cet après-midi, ça fait